Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette chaîne Analyse et Prospective qui a pour but d'élargir les champs de réflexion et d'alimenter le débat. Alors ce soir, une vidéo un peu spéciale, on va le dire. J'ai mis du temps à tourner parce que le sujet, on va le dire, est particulier. Parce que nous allons aborder le contentieux politique Algérie-Maroc. Excusez du peu. Voilà. Donc, on va tenter effectivement de comprendre les enjeux, les origines de ce conflit politique jusqu'à la situation actuelle et penser le présent et l'avenir. Tout du moins, on va tenter de le faire. Alors, pour ce faire, nous sommes obligés de remonter très loin, aux origines, à l'Antiquité. Okay, il était une fois. Voilà, alors l'Antiquité, pour commencer à détruire un premier mythe, parce que comme on va le voir, cette histoire véhicule en elle des fausses croyances, des mythes liés à la propagande de part et d'autre, qui est tout à fait logique évidemment, chacun défendant son intérêt et son point de vue. On va essayer de démêler le vrai du faux et encore une fois d'alimenter les pistes de réflexion. Alors pourquoi l'Antiquité? Pour tenter de détruire un premier mythe qui est relativement courant, notamment au Maroc, qui consiste à dire que le Maghreb, donc cette étendue territoriale qui va de la Mauritanie à la Libye, a, pendant tout au long de son histoire, formé une seule entité politique et que finalement c'est le colon qui a divisé tout cela. Autrement dit, tout était Maroc, et puis le colon est arrivé et a divisé les Maghrébins. Alors, cette notion, moi, en tant qu'Algérien vivant au Maroc, elle m'arrange. Parce que pour un Marocain, je ne serai jamais un étranger au Maroc. Je suis chez moi, mais c'est pas un mot en l'air. À chaque fois que j'ai eu affaire à l'administration, à la police et autres, jamais j'ai vu dans le regard de mon interlocuteur l'impression qu'il parlait à un étranger. Vous savez, quand un Algérien épouse une Marocaine, au Maroc, ce n'est pas un mariage mixte. N'est-ce pas? C'est vraiment ce sentiment profond d'appartenance au-delà de la nation islamique, à la nation maghrébine, qui est une et qui se base sur des fondements réels, puisqu'effectivement, il s'agit à l'origine des mêmes tribus berbères, des mêmes tribus arabes qui ont en grande partie fusionné pour créer cette culture arabo-berbère qui a construit une grande civilisation présente depuis 1400 ans. Et au Maghreb, on parle toujours, jusqu'à aujourd'hui, arabe et berbère. Après 1400 ans, c'est extraordinaire. C'est comme si en France, on parlait toujours à ce jour gaulois et latin, imaginez. Donc ça provient de l'ancrage, la profondeur identitaire, malgré les aléas de l'histoire et notamment de cette phase coloniale qui a déstructuré en profondeur ces sociétés qui, malgré tout, ont été résilientes et ont su garder profondément leurs racines. Alors pourquoi je dis ce mythe? Simplement parce que si on analyse l'histoire de manière factuelle, même en remontant à l'Antiquité, il y a toujours eu un Maghreb occidental avec une Tunisie. Cette Tunisie peut être effectivement taille petite en superficie, et encore que tout cela est relatif parce qu'elle est entourée de très très grands pays. Il faut d'ailleurs savoir que le Maghreb, de la Mauritanie à la Libye, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est aussi grand que les 27 pays européens. Vous ne le voyez pas sur la carte parce que la distorsion de la carte de la planisphère telle qu'elle est présentée d'un point de vue européen, on a l'impression que le Maghreb et l'Afrique sont écrasés et qu'il y a une proportion égale à peu près entre voilà, que la France, que le Maroc, alors que pas du tout. Pas du tout. Les pays, les 4 pays du Maghreb représentent une superficie équivalente aux 27 pays européens. Alors, je parlais de la Tunisie avec, bien sûr, Carthage, la civilisation carthaginoise. Souvenez-vous, Hannibal, qui est arrivé à franchir les Alpes avec ses éléphants. La civilisation carthaginoise, durant l'Antiquité, qui était une grande civilisation et donc qui a fondé ensuite ce qu'on appelait les Fléréas et qui est la Tunisie actuelle. Il y a toujours eu un Maghreb central avec la Numidie, au temps de l'Antiquité, donc ce Maghreb central qui représente l'Algérie au jour d'aujourd'hui, et un Maghreb oriental avec la Mauritanie au temps de l'Antiquité, qui est l'ancêtre du Maroc actuel. Même au temps de l'époque romaine, les Romains avaient distingué dans leur nom les provinces du Maghreb central et du Maghreb oriental, si c'est dire. Et ensuite, lors de la période islamique, qui a fait que l'ensemble du Maghreb, doit-on le rappeler, s'est converti à l'islam. Plus de 99% de la population
maghrébine, donc de ce fait musulmane, eh bien, durant cette période islamique, si on voit les périodes où le Maghreb a été unifié, on ne dépasse pas 2 siècles. Si on tient compte de la période omeyyade abbasside, du côté de la civilisation, en fait, de la période des Morabitoun, puis les Almohades, les Mérinides, c'est à chaque fois quelques dizaines d'années, et cumulé, ça ne représente pas plus de 2 siècles. Donc 2 siècles de réunification maghrébine sur 1400 ans, pour ne parler que de cette période de 1400 ans, voilà, c'est pas le mythe d'un Maghreb uni formant une seule nation ne représente pas ce qu'a toujours été le Maghreb, à savoir effectivement une nation qui partageait, qui avait tout en commun, une langue commune, une religion commune, une culture commune, mais avec des particularités nationales. En cela, il existe une âme libyenne, avec les 2 provinces de la Cyrénaïque et de la Transpolitaine, une âme tunisienne, une âme algérienne et une âme marocaine, qui plongent dans des histoires spécifiques. Et c'est important de prendre ça en compte si demain, en tant que nation, jeter des ponts et construire ce Maghreb qu'on appelle tous de nos voeux. Il est important de se reconnaître les uns les autres. Voilà, dans son histoire propre et spécifique. C'est important de le préciser. Alors, ceci étant, on va le voir plus tard, ça a posé, le vrai problème est né lors de la naissance des États-nations. Parce que nos ancêtres n'avaient pas l'idée saugrenue de tracer des frontières figées dans le désert, dans le sable. Comme on le sait, au Maghreb, la population, en tout cas dans le Maghreb central, vit à 90% sur une bande côtière et tout le reste représentant du désert. Donc, une grande partie de la frontière algéro-marocaine est composée de désert. Et nos ancêtres n'avaient pas effectivement fonction à tracer une frontière rigide dans le sable. Donc, ce qui fondait l'allégeance, ce n'était pas le rattachement à une nation délimitée, mais ce qui fondait la nation, c'était la notion d'allégeance au sultan. Donc, l'allégeance à un souverain donné, c'est ce qui fondait la nation. Et ce n'est que très récemment que l'État-nation moderne, au sens occidental du terme, a vu le jour, ce qui a créé certains remous, le moins qu'on puisse dire, des tensions politiques qui perdurent encore à nos jours. Alors, pour les comprendre, on est obligé aussi, on va faire un bond de l'Antiquité, puis on va arriver au 19e siècle avec la colonisation de l'Algérie. Alors, au moment où l'Algérie est colonisée, la nation algérienne fait partie de cet ensemble qui est l'Empire ottoman, depuis 3 siècles. L'Empire ottoman, l'Algérie n'a pas été colonisée par la Turquie. On ne parle pas turc en Algérie. D'accord ? C'était une allégeance voulue qui faisait face suite à la conquête chrétienne de l'Espagne, du sud de l'Espagne, de la migration et de l'exil des Andalous. Les Espagnols ont voulu continuer les conquêtes en allant conquérir des villes maghrébines, en l'occurrence Oran, qui était occupée par les Espagnols. Et c'est en ça que les Algériens ont fait appel aux Ottomans, qui sont venus à la rescousse et qui ont stoppé cette avancée en territoire maghrébin des troupes espagnoles. Donc, on n'était pas là, on n'était pas du tout lors de la période ottomane dans un contexte colonial. La présence turque se limitant à des janissaires cantonnés dans leurs casernes, voilà, et qui étaient là pour défendre le souverain et apporter leur pierre à l'édifice dans la défense des régimes qui avaient fait, comme le Dey d'Alger, comme la Régence avait fait allégeance à la Sublime Porte, donc à l'Empire ottoman. Alors, en 1832, la France débarque en Algérie, donc c'est une réussite inattendue parce que déjà avant Charles Quint, qui était certainement le souverain le plus puissant de ce monde, qui gouvernait l'Espagne, avait par 3 fois tenté d'envahir l'Algérie, dont la côte, dite côte barbaresque, était effectivement un refuge de corsaires, donc qui faisaient allégeance à la Sublime Porte et qui écumaient la Méditerranée pour arraisonner les galions espagnols, portugais, vénitiens qui passaient par là. Et ils allaient très loin, même jusque dans le nord de l'Europe, pour porter le fer dans cette lutte en Méditerranée entre l'islam et la chrétienté. Et en ce sens, effectivement, on estime qu'il y avait eu entre plus de 700 000 et 2,5 millions d'Européens blancs qui ont été vendus sur les plages, sur les ports d'Algérie, en l'occurrence sur la plage d'Alger. On appelait la traite des Blancs. C'est une réalité. Alors, on ne peut pas parler d'esclavage au sens européen du terme,
puisque ces gens ne finissaient pas dans un champ de coton, mais ils étaient utilisés soit pour les tâches domestiques, soit pour finir dans les galères. Vraiment aller se retrouver dans les galères, c'était ça. C'était aller ramer pour les barbaresques, et avait vocation, en ce qui concerne les esclaves domestiques, à être affranchis. Et très souvent, ces gens se convertissaient à l'islam, devenaient affranchis et voilà, se marier avec leurs descendants. Donc en cela, on peut pas parler d'esclavage, mais il y avait eu ce qu'on appelle effectivement cette période barbaresque qui écumait la Méditerranée, qui a marqué profondément l'histoire algérienne et tunisienne également. Donc le débarquement français en Algérie, à l'origine, était fait pour ça, c'est-à-dire tenter de mettre un terme à cette mainmise des pirates, des corsaires barbaresques sur la Méditerranée. Les échecs précédents rendaient les Algériens plutôt confiants, sauf qu'on était dans un contexte où l'Empire ottoman, en déliquescence, s'occupait de moins en moins de ses provinces et qu'il y avait de moins en moins de forces terrestres et navales qui permettaient de défendre ce vaste territoire. De telle sorte que le débarquement à Sidi-Frej, à côté d'Alger, en 1832, qui a pris à revers la capitale Alger, là a pris de court tout le monde, et les janissaires, qui étaient les troupes turques ottomanes cantonnées dans les casernes, ont eu ordre de ne pas tirer, de ne pas résister. En fait, elles ont plié bagages et elles sont parties. Et donc, ces Algériens, donc en dehors de ville, étaient composés de tribus, donc qui habitaient les campagnes, se sont retrouvés à utiliser leurs propres valeurs, à entrer en résistance contre cet envahisseur venu d'au-delà des mers. Et c'est là où, dans l'Oranie, un homme, l'émir Abdelkader, a pris la tête du djihad en fédérant les tribus de l'Oranie, puis après jusque dans les plaines de la Mitidja au sud d'Alger, pour résister à l'envahisseur. Alors, lors de cette résistance menée par l'émir Abdelkader, il y a eu un appel à l'aide qui a été fait au sultan Abdelrahman, qui était le sultan du Maroc à ce moment-là, et qui a apporté son aide. Qui a apporté son aide immédiatement en permettant à l'émir Abdelkader de venir se réfugier au Maroc pour se servir du Maroc comme base arrière, permettant de mettre en place des techniques de guérilla. Voilà, alors tout ça a démarré juste après le débarquement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le sultan Abdelrahman a accepté d'envoyer des troupes conséquentes pour tenter de mettre un terme, une fois pour toutes, à cette présence française en Algérie. Donc à travers ce qu'on a appelé la bataille d'Isli, qui a eu lieu le 14 août 1844, où les fantassins marocains sont arrivés en nombre pour affronter l'armée française, pour mener une bataille décisive du côté d'Isli, qui est l'ouest d'Isli, c'est du côté de Oujda, l'actuel Oujda. Mais cette bataille a été en défaveur des Algériens, des troupes algéro-marocaines, puisqu'elles ont été battues de par le formidable déséquilibre technologique qui existait, puisqu'il faut comprendre que l'Occident, ayant vécu sa révolution industrielle qui a débouché sur la colonisation, l'Occident était armé de canons beaucoup, beaucoup plus performants, et les fantassins de l'émir n'ont pas fait long feu. Et ça a été une défaite cuisante. Mais ce n'est pas fini, parce qu'au même moment où se déroulait la bataille d'Isli, la flotte aéronavale française bombardait au même moment Tanger et Mogador, l'actuel Essaouira. Donc mettant une pression énorme sur le sultan, qui, face à cet échec cuisant, cette défaite, n'a pas eu d'autre choix que de signer un pacte de non-agression avec la France. Voilà. Et là, ça a été effectivement au grand désarroi de l'émir, dont les troupes se sont senties lâchées, trahies par le sultan. Et donc, dans l'inconscient collectif algérien, est resté cet héritage du sultan marocain qui aurait trahi et lâché la résistance algérienne. Dans les faits, le sultan Abderrahman, si on se met de son côté, de son point de vue, n'a fait que défendre à ce moment-là les intérêts de sa nation. Et au vu des rapports de force, vous voyez bien que maintenir une guerre contre la France dans un tel déséquilibre de force aurait été au détriment complet de l'intérêt du Maroc à l'époque, qui était fortement affaibli face à un déséquilibre technologique important, à moins d'accepter de voir ces villes détruites par des navires en mer portant les canons et bombardant ces villes et terrorisant les populations. Je ne vois pas ce qu'il avait comme d'autre choix que, effectivement, d'arrêter le soutien officiel à l'émir, bien que l'émir ensuite a continué
à se replier sur le territoire marocain et, disons-le, les troupes du sultan n'ont pas mis un zèle énorme à vouloir l'attraper puisqu'ils n'ont rien tenté de la sorte et il a continué sa résistance à telle enseigne qu'un an après, aidé par des troupes de l'oriental marocain, il y a eu la bataille de Sidi Ibrahim du côté de Razaouet, à la frontière marocaine, qui a porté un coup important à l'armée coloniale. La bataille de Sidi Ibrahim, où il y avait effectivement 450 hussards, dont seulement 11 ont pu sortir rescapés. Abdelkader leur avait proposé une reddition. Ces soldats ont préféré le sacrifice, partir baïonnette au canon, en infériorité numérique, combattre jusqu'à la mort, et seuls 11 ont réussi à survivre. Les autres sont morts à telle enseigne que dans l'armée française, dans certains régiments, on utilise encore le jargon « faire une Sidi Ibrahim ». Une Sidi Ibrahim, c'est refuser la reddition et se battre jusqu'au dernier. Et que ces temps furent épiques. Et donc, une partie des têtes décapitées furent envoyées au sultan pour prouver, au sultan Abdelrahman, pour prouver que la résistance était possible. Donc, du point de vue algérien, il ne fallait pas arrêter le djihad, il fallait continuer, se battre, parce que le Maghreb était en danger et risquait une occupation étrangère, et qu'une fois l'Algérie tombée, le Maroc, immanquablement, allait tomber. Ça, c'était le point de vue algérien. Je rappelle le point de vue marocain tel qu'il est enseigné et qui reflète tout à fait, avec le recul de l'histoire, une situation où le sultan n'avait pas de marge de manœuvre. Encore une fois, le sultan n'avait ni les moyens militaires, ni les moyens technologiques, ni les moyens financiers de mener la guerre à la France, qui était devenue à cette époque une force militaire avec un décalage technologique profondément en défaveur de l'armée marocaine. Donc le sultan du Maroc a fait son travail, ce pourquoi il est sur son trône, défendre l'intégrité territoriale de son royaume. Voilà. Et en cela, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher de plus. Si un tort à porter, c'était aux Algériens, qui effectivement, pour être colonisés, il faut être colonisable, et qui eux-mêmes étaient divisés. Puisque si l'émir Abdelkader avait levé la résistance, l'Est algérien, à ce moment-là, n'était pas, la région de Constantine notamment, n'était pas rentrée en résistance. Elle rentrera en résistance après, quand l'émir Abdelkader fera reddition, l'arrière-pays oranais étant exsangue, on estime que 80% de la population a été exterminée, n'ayant plus de ressources possibles pour pouvoir continuer le combat, a dû se résigner à se rendre. Et c'est ensuite que la révolte d'Amokran en Kabylie a débarré dans les années 1860. Donc voilà, les Algériens n'étant pas unis sur un même étendard pour lutter contre l'envahisseur, on peut dire que c'était les premiers responsables de leur déboire à ce moment-là, et on ne peut en aucun cas en rien reprocher à l'attitude du sultan Abdelrahman de cette époque. Voilà pour replacer ce qui me paraît une vérité incontestable. Alors, après cette bataille d'Isli, l'Algérie donc est colonisée, l'ensemble du territoire tombe sous domination française, à telle enseigne que l'Algérie devient non pas un territoire d'outre-mer, mais une colonie à part entière, et même bien plus que cela, parce qu'elle devient territoire de France. La France va découper l'Algérie en 3 départements, et l'Algérie donc devient juridiquement, de fait, rattachée pleinement au territoire français. C'est la continuité de la métropole avec ces 3 départements. Alors la période coloniale définit l'Algérie comme l'Algérie française, une colonie de peuplement. Et au moment de l'indépendance, c'est plus d'1 million d'Européens qui sont installés en Algérie, avec pour certains depuis plusieurs générations, 5, 6, même 7 générations. Donc un profond ancrage dans cette terre. Alors que le Maroc n'est devenu protectorat français qu'en 1912. Donc de 1832 à 1912, le Maroc est resté souverain. Il a été non pas colonie, mais protectorat. Voilà, parce qu'au moment où l'Europe se partageait l'ensemble des pays africains, ce n'est que tardivement que le Maroc a dû abdiquer et est devenu un protectorat. Il le sera de 1912 à 1956. Donc durant ce XXe siècle, cette première partie du XXe siècle où le Maghreb entier est colonisé, les Maghrébins vont militer, lutter pour leur libération. Et ils vont mener des luttes solidaires à travers la fondation, à travers les mouvements nationalistes qui vont voir le jour, et notamment à l'occasion de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, de ces combats qui ont vu des Maghrébins mourir en masse sur les champs de bataille européens, va se créer effectivement des mouvements politiques
qui vont revendiquer sans cesse, d'abord de manière pacifique et politique, puis de moins en moins pacifique face au blocage, leur indépendance. Et donc, c'est comme cela qu'au Maroc, l'Istiqlal va voir le jour, le Destour en Tunisie et le FLN en Algérie. Et ces partis nationalistes vont partager une plateforme politique commune qui va être la libération de l'ensemble du Maghreb. Et en cela, partager un destin commun, des luttes communes, des moyens communs et tisser des liens de fraternité de combat pour la libération du Maghreb. Et tous les anciens pourront vous parler de cette période. Cette partie du XXe siècle a été très dure. Elle a été marquée notamment par les politiques de pacification au Maroc extrêmement violentes. L'Algérie, évidemment, où les luttes ont toujours été régulières et ne se sont jamais arrêtées. On peut parler de la date du 8 mai 1945, où au moment où en France on fêtait l'armistice de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Algérie, alors que les Algériens du côté de Sétif étaient sortis avec le drapeau à la main pour réclamer leur droit à l'autodétermination qui leur avait été promis, se sont vus pendant une semaine massacrés. On parle de 45 000 civils tués, voilà, pour tuer dans l'œuf cette velléité de recouvrer sa liberté. Donc, ces partis nationalistes vont appeler à l'indépendance et le 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie va être déclenchée par le FLN. Alors, à partir du moment où la lutte armée se déclenche en Algérie, avec cette fois avec une volonté politique de l'ensemble des régions algériennes de se soulever pour se libérer, immédiatement, la partie marocaine et tunisienne ne vont pas être en reste, vont mener leurs actions pour faire pression et arracher leur indépendance. L'État français ne pouvant pas mener une guerre sur 3 fronts, au niveau du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, va très vite négocier les indépendances marocaines et tunisiennes pour se concentrer sur l'Algérie. Et c'est ainsi qu'en 1956, le Maroc devient indépendant. Et l'histoire factuelle nous raconte que le gouvernement français, à l'époque, avait proposé au roi du Maroc, qui était le roi Mohamed V, de lui proposer de dire, voilà, ce qu'on vous propose, c'est que vous prenez votre indépendance, on peut discuter ensemble des frontières, de la notion des frontières, puisque les États-nations, voyant le jour, le tracé des frontières était réalisé. Et la France, qui avait toujours vocation à rester en Algérie, a du côté algérien empiété sur le Maroc, d'accord, a pris des territoires qui, historiquement, les tribus qui nomadisaient faisaient allégeance au sultan du Maroc, comme du côté tunisien. Si vous voulez, la France s'est taillée une part de lion, et dans le grand sud algérien, et du côté tunisien et marocain, on raccrochait les territoires à ce qui devait être la France éternelle. Et donc, cet État français proposait à Mohamed V de discuter de la notion de frontière, à savoir de permettre au Maroc de récupérer des territoires algériens et de même d'exploiter les richesses nouvellement trouvées dans la région de Tindouf, Béchar, les régions frontalières au Maroc, pour pouvoir les exploiter d'un commun accord. Ce à quoi Mohamed V a répondu que ce serait un coup de couteau, pour reprendre son expression, un coup de poignard dans le dos donné dans le dos des frères algériens, et il a balayé d'un revers de main cette proposition en disant « hors de question, je m'arrangerai avec mes frères algériens au moment de l'indépendance ». Voilà ce qu'avait dit Mohamed V à l'époque. Et il avait d'ailleurs convoqué les représentants du FLN pour les avertir que le Maroc avait l'intention d'accepter la proposition de l'indépendance donnée au Maroc et avoir l'assentiment, l'avis des dirigeants algériens qui lui ont dit qu'ils n'avaient rien à redire par rapport à cela, évidemment, mais qui soumettaient une liste de doléances, néanmoins une liste de doléances que Mohamed V a acceptée en totalité. Cette liste de doléances comportait le fait notamment d'avoir la possibilité d'avoir des bases arrières sur le territoire marocain, et y compris des fabriques d'armes, fabriquer des armes sur le territoire marocain. Non seulement le roi Mohamed V a accepté, mais il a tenu l'ensemble de ses paroles pendant tout au long de sa vie. Effectivement, il y a eu des ateliers clandestins sur le territoire Maroc, au nez à la barbe des autorités françaises, d'ateliers qui fabriquaient des armes à destination du maquis algérien. Et à Oujda, il y a eu la base de l'ALN, une base très importante de repli qui a permis à l'ALN, l'armée de libération nationale, donc algérienne, de s'organiser et de mener des opérations de résistance sur le sol algérien. Et ça a été évidemment le cas en Tunisie. Alors,
Le souci, c'est que le roi Mohamed V meurt en 61, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie, et qu'entre-temps, il y a le prince héritier Hassan II qui signe un accord avec Farhat Abbas. Alors, qui est Farhat Abbas? C'était le président représentant du gouvernement provisoire algérien, donc qui siégeait à l'étranger. Et cet accord stipulait qu'une fois l'indépendance acquise, le gouvernement algérien était d'accord de se mettre à la table avec le gouvernement marocain pour rediscuter du tracé des frontières, puisque le Maroc se considérait spolié de ses territoires ancestralement marocains de Tindouf et Béchar. Sauf que Sa Majesté Mohamed V meurt en 61. C'est le prince héritier Hassan II qui reprend les rênes, très jeune roi qui fait face à une situation au Maroc de tension idéologique. Il faut reprendre le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'était les monarchies arabes qui sautaient une par une. C'est-à-dire qu'il y avait un vent dit de modernisme socialiste, nationaliste arabe. On a vu les monarchies irakiennes, les monarchies libyennes, égyptiennes, tunisiennes, toutes les monarchies, énormément de monarchies dans le monde arabe, sautaient les unes après les autres, à telle enseigne que beaucoup donnaient peu d'avenir à la monarchie marocaine qui était là, présente depuis 1400 ans. Pour ce qui est du système monarchique, qui d'ailleurs aujourd'hui toujours en place est la plus ancienne monarchie avec celle du Japon, et pour ce qui est des Alaouites, la dynastie actuelle, depuis 500 ans. Donc on imagine ce qui pesait sur les épaules du jeune roi, qui faisait face à des dissensions dans son pays suite à la légitimité de la LN marocaine, c'est-à-dire des résistants marocains qui, une partie d'entre eux, étaient traversés par ces idées de socialisme, de républicanisme, même pour certains, et donc avaient des tensions politiques internes à gérer. Et pour corser le tout, lors de l'indépendance signée de l'Algérie le 5 juillet 62, obtenue de longues luttes après 8 ans de guerre, plus d'1,5 million de martyrs, donc une guerre sanglante, certainement avec le Vietnam, pas certainement, de façon effectivement certaine, la guerre de décolonisation la plus brutale, qui a été d'une violence inouïe. La France, ayant perdu l'Indochine, a mobilisé plus de 550 000 hommes sur le terrain, plus ses contingents harkis, donc autochtones, pour à coûte que coûte garder ce territoire. Et la résistance féroce des Algériens qui ont arraché de haute lutte ce territoire avec un sacrifice humain incommensurable. Et donc, ce 5 juillet 62, arrive au pouvoir ce qu'on appelait le clan d'Oujda. C'est-à-dire, en fait, ceux qui étaient cantonnés sur la base de Oujda, commandé par le colonel Ouari Boumedienne, qui marche sur Alger et qui installe à la présidence Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne. Sauf que ce même Ahmed Ben Bella, ironie du sort, était de père et de mère marocaine. Lui-même né à Marnia, de père et de mère marocaine. Et ce Ahmed Ben Bella, grand nationaliste algérien, devenu algérien par la lutte, personne ne peut lui dénigrer l'engagement total et le sacrifice donné à la résistance pour arracher l'indépendance de l'Algérie de Ahmed Ben Bella. Sauf que, en tant que lui-même d'origine marocaine, il partageait les idées anti-monarchistes. Et donc, n'avait pas, pour le moins qu'on puisse dire, de grande sympathie pour Hassan II, qui était confronté à des luttes politiques face à sa gauche, à les partis de gauche, encore une fois, internationalistes. On pense à l'aile de Mehdi Ben Barka notamment, qui est un opposant farouche. Et donc, Ahmed Ben Bella émet une fin de non-recevoir, c'est-à-dire refuse de s'asseoir à la table et de discuter la rétrocession d'1 centimètre carré du territoire algérien qu'il considère libéré de haute lutte par un sacrifice énorme, et refuse de discuter d'une quelconque concession. De ce fait, la partie marocaine se sent trahie de par son soutien indéfectible à la résistance algérienne, se sent trahie, flouée du fait, effectivement, qu'il n'y a aucune discussion possible par rapport à ces territoires qu'elle considère arrachés à la nation et raccordés par le colon à l'Algérie. Et donc, on débouche sur une tragédie qui est la guerre des Sables, 1963, à travers des escarmouches qui a lieu sur ce tracé frontalier qui n'est pas reconnu de part et d'autre, dont le tracé n'est pas clair. À force d'escarmouches, ceci débouche sur une guerre, un affrontement. Et les chars marocains, puisque l'armée marocaine était équipée d'une armée,
rentrent sur le territoire algérien. C'est des guerres de 4 mois. Et les chars marocains vont pénétrer jusqu'à 80 km dans le territoire algérien. On raconte même qu'il a fallu une semaine pour que le gouvernement d'Alger, Ahmed Ben Bella, soit au courant que les chars marocains sont entrés en Algérie. Et l'Algérie, la résistance algérienne n'était pas une armée régulière au sens propre du terme. Elle a toujours mené son combat comme une guérilla. Elle n'avait pas les moyens de faire face effectivement à les attaques de tanks. Elle a reçu le soutien de l'armée égyptienne ainsi que de l'armée cubaine. Des contingents cubains et égyptiens ont été parachutés du côté de Béchar pour porter main forte à cet embryon d'armée régulière algérienne. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, un des futurs présidents qui deviendra ensuite président de la République égyptienne, Hosni Moubarak, a été fait prisonnier à l'occasion parce que son hélicoptère s'est posé suite à un incident technique en territoire marocain. Donc une guerre de 4 mois entre frères qui laissera des traces et qui laissera un profond traumatisme du côté algérien, puisque considérait que l'Algérie nouvellement indépendante n'avait pas à subir une guerre imposée par le Maroc. Alors Hassan II va retirer ses troupes sous la pression de l'opinion publique arabe qui descendra dans les rues, parce que la résistance algérienne et l'indépendance acquise de haute lutte avait porté un rayonnement partout dans le tiers-monde, et notamment dans le monde arabe, où l'opinion publique arabe va se mobiliser à travers les manifestations, ce qui va faire pression sur la monarchie marocaine qui va décider d'un cessez-le-feu et de retirer ses troupes du territoire algérien pour revenir au statu quo. Donc le Maroc a marqué le coup, voilà, il a marqué son mécontentement, il s'est senti floué, et ce qui va laisser les traces, et cet affrontement va laisser un profond traumatisme de part et d'autre. Ça va laisser du côté marocain le sentiment que ces Algériens n'ont pas de parole, qu'on a beau les soutenir, on a beau les aider, ils ne tiennent pas leurs engagements et ils ne sont pas des gens reconnaissants. Voilà, si on tient compte comme ça de si on devait caricaturer ou, si vous voulez, résumer ce qui a pu laisser comme trace ce moment. Et du côté algérien, la notion qu'on ne peut pas faire confiance à ce pouvoir marocain qui, une fois fort, n'hésitera pas à nous attaquer parce que ce qu'il a dans l'esprit, c'est le Grand Maroc. Puisqu'il faut savoir qu'à la même époque, les nationalistes marocains se sentant pleinement frustrés finalement de cette décolonisation à minima, parce qu'on va le voir plus tard, le grand malheur du Maroc, pour ne pas simplifier les choses, a été d'être colonisé par 2 colons, la France et l'Espagne. Vous voyez, c'est très compliqué. Pour schématiser, la France au nord et l'Espagne au sud. Et le Maroc a obtenu son indépendance en 1956 de la partie française. Il restait toute une partie du territoire marocain colonisé par l'Espagne, toutes les provinces du sud. Donc cette indépendance inachevée qui laisse dans la partie nationaliste marocaine quelque chose d'inachevé, quelque chose d'une frustration énorme. Et d'autant plus que dans l'histoire marocaine, on voit, si vous voulez, à l'apogée du sultan marocain, le Maroc allait jusqu'au fleuve Sénégal, donc incluait toute la Mauritanie actuelle, plus une partie du Mali, plus une partie du sud-ouest algérien, et certains diront jusqu'en Andalousie. Et se retrouver avec cette portion congrue, c'est une vraie frustration portée par les nationalistes marocains qui vont dessiner une carte, qu'on appelle la carte du Grand Maroc, et qui va intégrer effectivement des frontières qui vont aller jusqu'au fleuve Sénégal, qui vont comporter cette partie du Mali et cette partie de l'Algérie. Et là, va s'inscrire du côté algérien cette notion qu'un Maroc fort est irrémédiablement un danger stratégique pour l'Algérie. C'est-à-dire qu'un Maroc fort demain voudra immanquablement s'étendre au-delà de ses frontières et ne pourra déboucher qu'avec une confrontation avec l'Algérie. Et c'est ce qui va fonder toute la stratégie, toute la politique géostratégique de défense militaire de l'Algérie post-indépendance. La guerre des Sables, par exemple, aura des conséquences énormes parce qu'elle va déboucher en 1965 sur un coup d'État, le coup d'État de Ouari Boumedienne, qui était chef d'état-major des armées algériennes, qui va déposer Ahmed Ben Bella, à qui il reprochait de ne pas mettre les moyens nécessaires dans la construction d'une armée moderne. Puisque Ben Bella, en tant que socialiste, voyait, lui, la volonté de miser sur l'éducation, sur la santé. L'Algérie avait récupéré une situation catastrophique au lendemain de l'indépendance, avec plus de 95% d'illettrisme, une pauvreté des campagnes incroyable. Et donc, pour Ben Bella, c'était la priorité. Pour Boumedienne, il fallait absolument sanctuariser ce territoire immense, c'est plus de 5 fois la France, et donc construire une armée moderne. Donc, il dépose Ben Bella, et c'est l'armée qui prend le pouvoir en Algérie,
Et depuis ce jour, l'armée populaire nationale tient un rôle extrêmement important dans l'appareil décisionnaire algérien, à telle enseigne que certains diront que l'Algérie n'est pas un pays qui a une armée, mais une armée qui a un pays. Voilà. Parce que ça repose sur la légitimité révolutionnaire. C'est une armée populaire venue du peuple, et comme on va le voir, qui à maintes reprises aura la responsabilité de sauver la nation contre tous les aléas de l'histoire. Donc, ce profond traumatisme de part et d'autre fait que ça va fonder une doctrine militaire algérienne qui va se construire sur une méfiance irréversible du Maroc, disant qu'un Maroc fort, immanquablement, est un danger pour l'Algérie. Et du côté marocain, le fait de se ressentir qu'il n'y a aucun soutien de la part de l'Algérie dans sa volonté de décolonisation qui n'est pas terminée. Rappelez-vous, les provinces du Sud, en 1956, et on va le voir jusqu'en 1975, sont toujours restées sous domination espagnole. Et c'est là où on arrive à 1975. 1975, que se passe-t-il? L'Espagne, qui occupe toujours le territoire appelé Sahara occidental, Franco étant très vieux, décide de statuer ce territoire et mène des entrevues avec le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie pour discuter du futur de ce territoire. Le Maroc, qui n'a jamais caché évidemment sa volonté de retrouver sa profondeur saharienne, Hassan II étant au pouvoir, met en place une carte politique. Certains diront un coup de génie politique, un coup de force en tout cas qui réussira. Et c'est quelque chose d'unique dans les annales de l'histoire, puisqu'il va faire ni plus ni moins que marcher plus de 300 000 Marocains, 300 000 civils marocains, ce qu'on appellera la marche verte. Il a demandé au peuple de se lever, de marcher pacifiquement vers les provinces du Sud pour retrouver la pleine souveraineté du Maroc sur ces provinces. Et alors là, ça soulève la furie de l'établissement algérien, du pouvoir algérien. Pour quelle raison? Pour une raison précise, c'est que le droit, du point de vue des Algériens, le droit international, et notamment en Afrique, se fonde sur le fait que les frontières sont héritées de la décolonisation. La période dite décoloniale s'arrête au milieu des années 60. Au milieu des années 60, toute l'Afrique a recouvré son indépendance, sauf cette partie du Maroc, ou des provinces du Sud. Donc pour l'Algérie, cette question si vous voulez, de 56 à 75, cette histoire doit se régler dans un cadre juridique international. On doit avoir un processus de décolonisation qui doit passer par un processus juridique. Le Maroc, lui, n'a pas intérêt à rentrer dans ce processus et n'a même pas intérêt à reconnaître cette légitimité internationale qui est toujours subjective, parce que la notion de droit est aléatoire. Le Maroc, lui, considère qu'il est dans son bon droit quand il rejette cette notion, ce diktat, de dire que les frontières sont héritées de la décolonisation, de la période décoloniale, de façon intangible. Et qu'est-ce que veut dire période décoloniale? Pourquoi on arrêterait en 65 alors que moi, le Maroc considère qu'il est toujours colonisé? Donc, il se considère évidemment dans son bon droit quand il organise ce coup de force, d'autant plus qu'il est pacifique. Il est pacifique. Et il reçoit l'assentiment de l'écrasante majorité de la nation marocaine. Du côté algérien, on voit les choses complètement différemment, parce qu'évidemment, on se pose immédiatement la question. Si cette marche réussit et qu'elle permet de rattacher les provinces du Sud au Maroc, rappelez-vous qu'il y a un contentieux du côté de Tindouf et Béchar, qui est toujours considéré par la partie marocaine comme territoire marocain, spolié au Maroc. Donc, dans l'esprit de l'établissement du pouvoir algérien, la crainte, elle est claire. C'est que ce coup de force ayant réussi, le Maroc allait faire marcher 300 000 personnes vers la frontière algérienne pour retrouver Béchar et Tindouf. Mais alors, mettez-vous à la place des Algériens. Que faire si 300 000 Marocains se mettent à marcher en ordre civil, des frères, vers la frontière? On fait quoi? On prend des chars, on tire dans le tas, on fait quoi? C'est quelque chose qui met littéralement en panique l'état-major et l'établissement politique algérien, qui tape du poing sur la table, ne veut pas reconnaître cet état de fait. Et ce qui la met d'autant plus en panique, c'est que la Mauritanie, considérant qu'elle a son mot à dire, alors c'est tout un chapitre aussi la Mauritanie, on va y venir, mais la Mauritanie considérant qu'elle a son mot à dire, le Maroc propose à la Mauritanie un tiers du territoire nouvellement libéré. L'Algérie se dit, s'ils sont capables d'offrir un tiers aux Mauritaniens, c'est bien parce qu'ils ont comme volonté
de les récupérer ensuite et de les récupérer avec l'ensemble de la Mauritanie. Parce qu'il faut savoir que la Mauritanie a obtenu son indépendance en 1960, mais le Maroc ne l'a reconnue en tant qu'État qu'en 1969. Au moment de 1960, la Mauritanie signait son indépendance, le Maroc décrétait 3 jours de deuil. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que, fut un temps, le Maroc étendait ses frontières jusqu'au fleuve Sénégal, donc toute l'actuelle Mauritanie. Et encore aujourd'hui, cette immensité mauritanienne, qui est un très grand territoire, comprend 2 villes, Nouakchott, Nouadhibou, et tout le reste, c'est des petits villages ou des tribus nomadisants. Donc voilà, une espèce de no man's land et qui représente pour le Maroc une profondeur stratégique. Donc du point de vue algérien, ça veut dire ni plus ni moins que demain, le Maroc qui retrouve sa souveraineté sur ses provinces du Sud va automatiquement s'étendre sur la Mauritanie. Et si vous observez la carte, si le Maroc s'étend sur la Mauritanie, c'est toute la partie du sud-ouest algérien qui est encerclée, de fait, et indéfendable. Donc du point de vue algérien, c'est comme s'ils se disaient on attend de venir, on attend qu'on nous encercle. Donc au lieu d'attendre de se faire encercler, que font les Algériens? Ils vont soutenir la partie des Sahraouis. Il y a une partie des Sahraouis qui, au moment où les troupes marocaines vont rentrer, suivant les civils, à la suite des civils, vont rentrer au Sahara, dans les provinces du Sud, il y a une partie des Sahraouis qui vont fuir vers Tindouf et Béchar. Ces Sahraouis sont les héritiers de ceux qui ont voulu continuer, lors de la signature de l'indépendance, la lutte pour la libération du territoire. Certains diront les jusqu'aux boutistes. Et Hassan II avait décidé à l'époque que ce n'était pas le moment, que le Maroc n'était pas en position d'affronter l'Espagne, après avoir obtenu de haute lutte la libération, l'indépendance auprès de la France. Donc, il fallait attendre le temps. Et donc, cette partie sahraoui-là avait renié leur allégeance à la monarchie et avait travaillé en sous-main pour la naissance d'un État sahraoui indépendant et socialiste. Parce que pour ajouter à la complexité, il faut comprendre que dans ces années 60-70, on est en pleine guerre froide. C'est-à-dire que le tiers-monde est coupé en 2 camps. Le camp libéral, d'accord, proche des idées économiques de l'Occident, donc du capitalisme, et le clan de l'URSS. À l'époque, c'est l'URSS, donc du clan socialiste. Donc encore une fois, vous rajoutez une couche d'antagonisme qui est l'idéologie économique. D'un côté, le capitalisme, de l'autre côté, le socialisme. D'un côté, la République, de l'autre côté, la monarchie. Ça fait beaucoup, vous voyez, sur un petit périmètre d'idéologies qui s'affrontent et se confrontent. Et on est dans ce contexte-là. Et donc, l'Algérie va soutenir cette partie des Sahraouis qui sont venus se réfugier en territoire algérien, Béchar Tindouf, en créant le Polisario. Ce Polisario qui est une armée créée pour créer un État sahraoui indépendant sur la moitié du Maroc, sur à peu près 200 000 carrés, sur la moitié du territoire marocain, ce qui évidemment pour les Marocains est complètement aberrant et inacceptable. Et donc va démarrer une nouvelle guerre entre 1975 et 1991. On va avoir une guérilla latente avec des moments durs qui va engendrer des souffrances de part et d'autre, à savoir que le Maroc mobilisé, ayant toute la société marocaine dans son écrasante majorité, mobilisé pour cette cause nationale de retrouver sa souveraineté sur ces provinces du Sud, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité d'État sahraoui indépendant. Jamais. Jamais, jamais. Mais de l'autre côté, les Sahraouis, disons que ce ne sera pas la première fois en Afrique que, dans ce cas-là, les 3/4 des États africains n'existent pas. Ils sortent de nulle part, ils sont des créations post-coloniales. Il n'y a pas de raison. Voilà, pour eux, ce n'est pas légitime de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais existé qu'on ne doit pas exister. Voilà. Donc, ces deux légitimités s'affrontant, ça va se faire par les armes et ça va durer longtemps. Hein, ça va durer de 1975 à 91 pour, en 1991, arriver à un cessez-le-feu. Et l'Algérie va être partie prenante, hein, va soutenir financièrement, militairement, ce Polisario. Voilà, et ça va apporter un coup dur, évidemment. À cet effort de guerre marocain va pénaliser lourdement l'économie marocaine et va marquer lourdement toute cette période et va creuser cet antagonisme politique entre ces deux nations. Et du côté algérien, on prétend effectivement que la vision, c'est que le but, c'est de stopper l'avancée marocaine, de la cantonner au Sahara et d'éviter coûte que coûte que le Maroc déborde sur la Mauritanie, parce que déborder sur la Mauritanie, ça voudra dire déborder sur le Mali, et ce sera automatiquement un casus belli vis-à-vis de l'Algérie qui sera obligé de rentrer en guerre totale. Donc un affrontement sanguinaire entre
deux pays frères. Donc la doctrine algérienne consiste à mener un combat de faible intensité, donc via le Polisario, en s'appuyant en armant le Polisario, pour à tout prix stopper ce qu'elle considère comme une avancée marocaine. Et du point de vue marocain, je le répète, il s'agissait de récupérer ces provinces du Sud, de finaliser un processus de décolonisation contre la deuxième partie du territoire colonisé, contre le deuxième colon qui était l'Espagne. Voilà. Et donc en 91, on arrive à un cessez-le-feu, la sagesse prévaut et Hassan II et Cheddi Ben Jedid signent les accords de cessez-le-feu qui prévoient quoi en fait? Qui prévoient donc la construction d'un mur de sécurité sur plus de 1500 km le long de la frontière mauritanienne, entre le Maroc et la Mauritanie, laissant un no man's land. Un no man's land, qu'il n'y ait pas de contact entre le Maroc officiel et la Mauritanie. Et ce no man's land va voir la MINURSO, donc une agence onusienne, qu'on appelle les casques bleus, si vous voulez, qui vont prendre position et circuler pour faire appliquer, surveiller le cessez-le-feu. Et le Polisario va considérer cette zone comme une zone libérée. Voilà ce qui est signé, donc ce long mur de sécurité. Et au sud, là également, entre la frontière et entre la Mauritanie et le Maroc, un seul point de passage, Guerguerat, avec la présence de l'ONU. Et c'est ce qui est signé en 91, il y a un volet de cet accord qui prévoit également un accord d'autodétermination au Sahara, des populations du Sahara, pour permettre un référendum pour voter pour l'indépendance ou le rattachement au Maroc. Voilà ce qui était convenu. Alors, si la première partie de l'accord va être tenue, donc le mur de sécurité, tout ça, voilà, l'arrivée de la MINURSO, toujours présente au moment où on parle sur ce territoire, la deuxième partie, le référendum d'autodétermination ne verra jamais le jour. Alors pourquoi? Pour des raisons pratiques liées à l'élaboration des listes électorales. C'est-à-dire que le Maroc considère qu'il ne peut pas faire de distinction entre deux Marocains. C'est-à-dire que dans ces provinces du Sud, on ne peut pas dire à un Marocain, toi tu peux voter, et toi tu ne votes pas, sous prétexte que l'un est membre d'une tribu sahraoui et que l'autre serait originaire du nord du Maroc, nouvellement arrivé, qui n'aurait pas le droit de voter. C'est quelque chose qui n'est pas concevable dans le cadre de la souveraineté marocaine. Un autre problème, c'est que dans les cas des camps de Tindouf et de Béchar, l'Algérie refuse de faire un recensement, en tout cas de donner les chiffres officiels du nombre de Sahraouis en capacité de voter dans ces camps. À partir de là, les listes électorales ne peuvent pas être établies, il n'y a pas de référendum, et c'est le statu quo qui prévaut. Et ce statu quo prévaut jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on devait tirer une conclusion comme ça et mettre une hypothèse, on peut considérer que finalement, cet accord de 91 arrange tout le monde. C'est-à-dire que l'Algérie obtient une situation qui lui convient, et que le Maroc n'a pas de contact direct avec la frontière mauritanienne. Il y a l'ONU qui tourne sur place et qui empêche ce contact, voilà, qui est là pour surveiller. Et finalement, l'Algérie se dit on est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct entre le Maroc et la Mauritanie, puisqu'il y a ce mur de sécurité, il y a quand même plus de 1200 km de frontières, mais on ne peut pas franchir ce mur, il n'y a pas de lien direct. Donc, il n'y a pas de risque d'extension du Maroc vers la Mauritanie. On est très bien comme ça, on ne touche à rien, on reste comme ça. Alors, les accords de 91, oui, pour la partie marocaine, il faut savoir qu'il y a une histoire particulière liée aux années 60, 70, 80 au Maroc. C'est, je vous rappelle le contexte de lutte entre les deux blocs. Et Hassan II a fait face à des tentatives de coup d'État pour faire tomber la monarchie marocaine. Donc, a dû faire face à une opposition interne extrêmement forte. Et ces coups d'État étant menés par des généraux de l'armée marocaine. On se souvient, les deux coups d'État menés dans fin des années 60, début des années 70, elles venaient de généraux de l'armée marocaine. Donc, finalement, occuper l'armée marocaine au sud du Maroc, dans les provinces du sud, pour une cause nationale, finalement, ça a arrangé la stabilité marocaine. Voilà, donc la stabilité et permettre à la monarchie marocaine de passer cette période trouble. Et aujourd'hui, on ne peut que remercier cette sage décision qui a permis à la monarchie marocaine de perdurer. Et aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, quel Marocain remettrait en cause le système monarchique marocain qui lui est propre et qui convient parfaitement à sa culture, ses racines, son histoire, qui est profondément ancrée dans l'âme marocaine. Et l'aventurisme que cela aurait pu avoir lieu de faire tomber cette très ancienne monarchie sur un contexte marocain qu'on connaît. Donc, ça aurait été pour le moins un aventurisme que le peuple marocain aurait très certainement payé très cher. Donc, ces accords de 91 ont permis ça et on est resté
toute la partie des années 90 dans ce statu quo. Alors, on n'est pas en reste, puisqu'entre-temps démarre une guerre civile en Algérie dans les années 90, une guerre civile extrêmement violente, une guerre idéologique entre Algériens, puisque va naître ce qu'on appelle l'islam politique, donc la volonté pour des partis politiques se réclamant de l'islam, de prendre le pouvoir pour instaurer ce qu'on appelle la charia. Mais ces mouvements politiques se réclamant de l'islam, pour certains, vont être traversés par ce qu'on appelle l'idéologie takfiri. L'idéologie takfiri qui considère que l'écrasante majorité des musulmans qui se considèrent musulmans ne le sont pas, en fait, puisqu'ils font allégeance à des gouvernements qui n'appliquent pas la charia. Donc, c'est un courant de l'islam, on peut considérer comme violent, sectaire, le takfirisme, qui alors a pris une proportion très inquiétante en Algérie et qui va plonger l'Algérie dans la guerre civile, dans la lutte armée, et qui va être fratricide, qui va durer près de 10 ans et faire 200 000 morts. Et aujourd'hui, là aussi, avec le recul de l'histoire, on ne peut que saluer la victoire de l'armée algérienne, parce que si l'Algérie avait basculé dans le camp takfiri, ça aurait été pour le Maghreb une plongée dans les méandres des ténèbres totales, et immanquablement, le Maroc aurait subi le contre-coup comme la Tunisie et au-delà la Libye. Donc l'armée algérienne alors que personne ne comprenait à l'époque ce que c'est que cette idéologie takfiri, on ne la comprenait pas. Même au sein du monde musulman, elle était incomprise. On ne comprenait pas que d'autres musulmans puissent tuer des enfants, des femmes, des civils. On attribuait ça à des manipulations de l'armée, mais on le sait aujourd'hui avec le recul de l'histoire que cette idéologie a été théorisée, elle existait, elle a des bases théologiques, certes dévoyées, mais qui existent, qui consistent à dire que celui qui soutient le tyran, et le tyran, par définition, étant celui qui n'applique pas la charia, la loi islamique telle que codifiée par des humains, celui qui n'impose pas cette loi-là est un tarout, un tyran, qu'il est apostat, qui sort de l'islam et qu'il faut le combattre avec tous ceux qui le soutiennent. Vous imaginez où ça va, puisqu'ils deviennent apostats, non musulmans, et que de par leur reniement, leur sang devient licite. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie. Et donc cette idéologie a été écrasée, mais là aussi en payant un prix très très fort. Et de ce point de vue, on peut le dire, l'armée algérienne a protégé le Maghreb de cette vague qui aurait relégué Daesh à une simple partie de balade. À une simple balade. Donc c'était vraiment une idéologie mortifère et dévastatrice. Alors, l'Algérie plongée dans la guerre civile. En 1994, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va y avoir un attentat au Maroc, à Marrakech, donc ici, à l'hôtel Asni, à 1 kilomètre à vol d'oiseau d'ici. Un attentat perpétré par des Franco-Algériens et qui va laisser penser à la sécurité intérieure marocaine que des éléments d'infiltration venant d'Algérie sont en train de déstabiliser le Maroc et qu'il faut prendre des mesures drastiques. Donc, les services marocains, les autorités de sécurité marocaines, vont systématiquement arrêter et reconduire à la frontière tous les touristes algériens à ce moment-là, présents lors de l'été 94 sur le sol marocain. Donc on va voir comme ça des dizaines de milliers d'Algériens reconduits à la frontière avec tout le brouhaha, le désordre, l'inconfort, pour le moins qu'on puisse dire que cela puisse créer, avec des gens mis en examen, en garde à vue. J'ai eu comme ça on m'a raconté ce qui s'est passé à cette époque, et pour celui qui était algérien, l'été 94 au Maroc, c'était pas évident. Et donc, le Maroc va instaurer le visa pour les Algériens immédiatement, donc voulant se prémunir contre un possible débordement de la guerre civile algérienne sur son territoire. Et l'Algérie va répondre par les principes de réciprocité à la fermeture, carrément la fermeture des frontières. C'est-à-dire que, ah bon, vous mettez tous les Algériens dans le même sac, nous sommes en pleine guerre civile, vous ne nous apportez pas de soutien explicite. Hassan II avait eu le mot de considérer l'Algérie comme un laboratoire politique, ce qui avait été extrêmement mal pris par les autorités algériennes de l'époque, voyant ce terme un affront. Et l'Algérie décide de façon unilatérale de fermer la frontière. En 1999, la guerre civile est terminée. L'Algérie retrouve la paix, mais nous sommes en 2020 et la frontière est toujours fermée. Parce qu'entre-temps, le dialogue de sourds s'est instauré. À l'arrivée au pouvoir du nouveau roi Mohamed VI, un nouveau paradigme est arrivé au Maroc. C'est-à-dire que si auparavant, la politique prévalait sur l'économie, avec l'arrivée du nouveau souverain, on voit qu'il y a une volonté farouche de mener le pays vers l'émergence et d'aller vers un développement économique. C'est-à-dire que l'économie prend la primauté sur le politique.
Alors qu'en Algérie, on va avoir l'ancienne garde, toujours au pouvoir, héritière de la période de la lutte d'indépendance. Donc avec l'arrivée au même moment au pouvoir du président Bouteflika qui était pendant la Révolution sur la base de l'ALN à Oujda, donc qui était lui-même un ancien moudjahid. Donc il y avait cette vision de l'ancienne garde, de la légitimité révolutionnaire qui faisait la primauté du politique sur l'économie. Donc là également, encore un dialogue de sourds qui s'instaure, et d'autant plus possible en Algérie qu'il y a la manne pétrolière, et Bouteflika va connaître ses années d'or pour lesquelles il a joué un rôle actif, de faire en sorte que le pétrole se renchérisse et atteigne des records jusqu'à $120 le baril, qui va permettre à l'Algérie de régler toutes ses dettes et d'accumuler un trésor de guerre de plus de 200 milliards de dollars. Et donc de mener une politique volontaire de développement, mais avec toujours une lignée de la primauté du politique sur l'économie. Et Mohamed VI et le nouveau règne vont vraiment avoir une politique de la main tendue et de faire bouger le statu quo. C'est-à-dire que Mohamed VI n'a eu de cesse, depuis son arrivée sur le trône, de dire que nous devons faire bouger les lignes, sortir des anciens schémas qui régissaient la région lors de la guerre froide, dépasser les contentieux politiques, et va montrer l'exemple en menant une véritable politique sud-sud, de développement sud-sud, à destination du continent africain. Voilà. Et en montrant l'exemple, en mobilisant les grandes sociétés marocaines à s'implanter, à ouvrir des filiales dans ces pays-là. Et du côté algérien, si vous voulez, la doctrine va être la suivante. On va dire oui, Mohamed VI, c'est très certainement un homme de paix, un homme qui a une vision économique, un homme qui réalise de très belles choses pour son pays, mais le statu quo nous va très bien. Il dit restons comme nous sommes bien. Ça nous garantit la paix. On n'a pas de souci parce qu'après Mohamed VI, personne n'étant éternel, on ne sait pas quelle va être la donne. Donc la dimension géostratégique d'une Algérie qui a les moyens de maintenir un budget militaire extrêmement élevé, que l'Algérie mobilisait près de 10 milliards de dollars encore récemment par an pour la modernisation constante de son armée, en faisant quasiment la première ou la deuxième armée africaine après l'Égypte. Donc, et cette course à l'armement coûte très cher. Donc, la volonté du roi du Maroc étant de mobiliser ses ressources pour le développement du pays et du continent. Donc, ce dialogue de sourds a continué. Il y a une ligne rouge qui a été mise en place par les généraux algériens, considérant que la doctrine politique étant le statu quo, on ne touche à rien. Et à chaque fois que le Maroc a poussé de se mettre à la table, l'Algérie a botté en touche en disant « mais nous, on n'a rien à voir avec le Sahara, ce n'est pas notre histoire, c'est une histoire qui est du ressort de l'ONU, nous ne sommes pas partie prenante ». Alors que l'Algérie abrite, finance, soutient toujours aujourd'hui le Polisario. On va dire qu'on n'est pas partie prenante. Les Algériens sont mouillés, en tout cas le pouvoir algérien, le peuple lui ayant délégué à son pouvoir la gestion de cette question qui est considérée par l'établissement militaire algérien comme une question stratégique, d'ordre stratégique, où même le président, on pouvait considérer que Bouteflika lui-même, né à Oujda, ancien ministre des Affaires étrangères, avait peut-être la prétention d'arranger ce problème. Et il y avait des gestes forts au début de son règne, où Bouteflika est venu au Maroc lors de l'enterrement du roi Hassan II, où ensuite Mohamed VI est venu en Algérie. Tout ça démarrait très bien. Mais on peut considérer que c'est du côté des militaires algériens et de ceux qui ont en charge la défense du territoire que la ligne rouge a été franchie. On peut même considérer qu'avant cela, le président Boudiaf avait été assassiné parce que, venant du Maroc et mis en tant que président de vitrine, avait voulu toucher à cette question. Il en a payé de sa vie. Donc, c'est des prérogatives qui touchent à l'établissement militaire et Bouteflika n'avait pas tous les leviers. Donc, ce statu quo perdure toujours au jour d'aujourd'hui pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors que, si on parle maintenant, pour finir, du présent et de l'avenir, pourquoi, moi, je prédis que dans les semaines qui viennent, je pèse mes mots, dans les semaines qui viennent, dans les 2 ans, allez, d'ici fin 2022 maximum, ce contentieux politique extrêmement vieux, on peut même remonter à 63 si on veut être honnête et voir que tout ça a démarré dès 63, il y a ce contentieux des frontières, que ce vieux conflit de 55 ans là va trouver une résolution politique et va voir ces 2 grandes nations maghrébines trouver un accord et ainsi ouvrir un espace de collaboration, de coopération qui va complètement changer la donne au sud de la Méditerranée. Et quand on dit changer la donne, on est obligé d'introduire ce qu'on appelle la contrainte externe. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces conflits sont issus
de la période décoloniale, et donc que l'ancien colon a ses responsabilités, et que jusqu'à présent, on ne peut pas considérer que la France a fait tout ce qui est dans ses prérogatives pour rapprocher les deux points de vue. La France a plutôt maintenu le statu quo en tenant un discours favorable au Maroc, puis un discours favorable à l'Algérie. La France a toujours défendu l'intégrité territoriale marocaine et la défense du fait de recouvrer par le Maroc sa pleine souveraineté sur le Sahara, mais pourtant, quand vous regardez les livres de géographie en France, vous voyez toujours ces petits tirets au niveau du Sahara occidental. C'est que la France maintient comme ça la chèvre et le chou, et fort de son droit de veto au Conseil de sécurité, le marchande très très fort pour vendre le TGV au Maroc, par exemple. Alors qu'un TGV chinois, c'est extrêmement moins cher, plus rapide, et voilà. Mais la France impose ses sociétés parce qu'elle a cet outil de chantage entre les mains, ce qu'on appelle le néocolonialisme, de titiller le Maroc dans le cadre notamment des négociations sur les accords agricoles. Vous considérez que les provinces du Sud ne font pas partie des accords agricoles parce que c'est les provinces qui sont sont certainement les zones les plus poissonneuses au monde pour permettre d'obtenir des quotas favorables et d'aller pêcher gratuit, open bar. Donc ces notions de néocolonialisme n'arrangent pas les choses et on peut toujours considérer que la France n'a jamais vu un seul intérêt, un rapprochement des frères maghrébins pour créer un espace de développement au sud de la Méditerranée. Mais la donne change. La donne change. Et aujourd'hui, on arrive à un paradigme à l'occasion de ce Covid qui a été un révélateur et qui a bouleversé la donne stratégique partout dans le monde. Les verrous sont en train de sauter. Et les verrous sautent, il faut bien comprendre que le rôle de l'État algérien est de défendre les intérêts de la nation et du peuple algérien. C'est son boulot. Le travail du roi du Maroc, c'est de préserver les intérêts de la nation et du peuple marocain. C'est son mandat, c'est ce pourquoi il est sur le trône. Tous les gens qui nous parlent de naïveté, il faudrait, Yaka, Foka, sont des gens qui ne maîtrisent pas ni la contrainte interne, ni la contrainte externe. Au contraire, les dirigeants du Maroc, comme les dirigeants d'Algérie, ont été animés par une grande sagesse, parce que je peux vous dire que deux États européens qui étaient confrontés à de tels contentieux, on l'a vu fut une époque entre la France et l'Allemagne, se seraient étripés, et ça aurait coûté des dizaines de millions de morts. C'est-à-dire que la sagesse a toujours prévalu des deux côtés, sans parler des peuples. Les peuples ont toujours maintenu une fraternité à toute épreuve pour laisser dans un contexte politique ce qui est un contentieux politique, tout en défendant, bien sûr, et c'est naturel, les intérêts de sa nation. Voilà. Donc, la sagesse a toujours prévalu. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, la donne change. La donne change pourquoi et à tous les niveaux. La donne change parce que structurellement, le pétrole est bas. On vit une récession qui s'inscrit dans la durée. Cette histoire de Covid n'est que révélateur de quelque chose qui est beaucoup plus profond. On arrive à la fin d'un cycle du capitalisme financier qui va provoquer une redistribution des cartes et en tout état de cause une obligation pour chaque peuple de redéfinir les paradigmes du développement. Ceux qui ne le feront pas iront droit dans le mur et ne cesseront d'aller de crise en crise et toujours plus bas. Il n'y a aucune autre possibilité que de revoir pour chaque sphère géographique, de revoir de fond en comble les modèles existants pour les redessiner, les redéfinir, pour entrer dans une adéquation avec son environnement et un développement pérenne et durable qui tient compte, bien sûr, du facteur écologique qui va devenir primordial. Voilà, d'éco-responsabilité. Donc, de ce fait, le pétrole et les énergies fossiles arrivent à leur fin. Ça a représenté depuis l'indépendance, en tout cas depuis le début des années 70, une manne extraordinaire pour l'Algérie qui a permis de construire une économie de rente. Cette économie de rente est finie. Le peuple algérien et la société civile algérienne mobilisée ne voudra jamais revenir en arrière. Jamais. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la politique de la baïonnette est terminée. Ce qui marquait les pouvoirs antérieurs, c'est le fait que la baïonnette a le dernier mot. À un moment donné, quand la rue prend le dessus, quand ça devient trop dangereux pour le monopole de la violence qui est détenu par le pouvoir, celui-ci sort la baïonnette, tue quelques dizaines, voire quelques centaines, voire quelques milliers de personnes comme à l'époque en Chine, du temps de Tiananmen, et l'histoire était réglée. Cette époque est révolue, elle est finie. L'époque des réseaux sociaux, d'Internet, fait qu'on ne peut plus, comme ça, utiliser la politique de la baïonnette pour maintenir le monopole de la force. Et donc, ça oblige à repenser un certain nombre de choses. Du côté algérien, l'économie de rente est finie. Elle est terminée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter la paix
en saupoudrant le pays d'une redistribution sociale très forte. Donc, il faut revenir à l'économie, à redynamiser les énergies internes et démanteler toute la bureaucratie qui freine le développement des énergies et du potentiel énorme que représente la jeunesse algérienne. Et de ce fait, ça oblige à revoir les budgets d'armement, évidemment, donc stopper la course à l'armement, mais surtout, la donne géostratégie fait que le danger s'est déplacé. Pour l'Algérie au jour d'aujourd'hui, en aucun cas le danger ne peut venir du Maroc, mais il est directement, là, maintenant, déplacé vers l'Est et la frontière libyenne. Parce qu'au moment où on parle, il y a des milliers de djihadistes, j'aime pas ce terme, mais de mercenaires, si vous préférez, rapatriés de Syrie vers le théâtre libyen par les Turcs. Les Turcs qui sont en train de jouer leur intérêt en Méditerranée, de le renouer avec leur histoire ottomane et qui placent leurs pions en Libye. L'armée française est présente au Sahel. Au Sahel, non pas pour défendre les populations du Sahel, mais surtout défendre évidemment la spoliation de l'uranium et de toutes les richesses du Sahel et surtout se placer sur les routes, les futures routes du commerce telles qu'on va les définir, et telles qu'elles sont vues notamment par la nouvelle route de la soie dessinée par la Chine. Donc tous ces enjeux stratégiques font que l'Algérie et le Maroc n'ont plus le loisir de vivre chacun de leur côté. Un Maroc tout seul est vocation à être vassalisé et ne peut pas accélérer la course au développement qui est nécessaire dans un État qui vit la fin de sa période de transition démographique. Il faut savoir qu'au Maghreb, sur l'ensemble des pays maghrébins, la transition démographique est terminée. C'est-à-dire que les femmes font 2 enfants, un peu plus de 2 enfants par femme. Et donc, quand la femme prend la propriété de son corps, ce passage extrêmement sensible dans l'histoire d'une nation, quand la femme prend possession de son corps et décide des naissances, pour ces 2 enfants-là, elle veut le meilleur. Elle veut l'école, l'éducation, elle veut la santé, elle veut le travail, elle veut le pouvoir d'achat. Elle les veut absolument. Et si elle ne les a pas, elle poussera ces hommes à la rue, à la confrontation. Ça, c'est une loi universelle. Donc, les États sont engagés dans une course au développement, à voir les classes moyennes grandir, accéder à des standards de santé, des standards de l'éducation, accéder au marché du travail, un pouvoir d'achat, c'est irréversible, c'est une course. Donc, il faut se débarrasser de la contrainte extérieure. Et pour ce faire, il faut s'unir et se défendre. Et c'est en cela que le Maroc tout seul ne peut pas créer cet espace vital permettant à ces sociétés d'atteindre des économies d'échelle suffisantes. Et c'est pareil pour l'Algérie. L'Algérie toute seule est en danger. Elle est en danger d'éclatement. Je rappelle que l'Algérie, c'est le plus grand pays du monde arabe, le plus grand pays de la Méditerranée, le plus grand pays d'Afrique. Et on a vu ce qui est arrivé au précédent plus grand. Soudan, démantelé, découpé. Et tout le monde est d'accord de dire que l'Algérie est certainement une des seules républiques arabes est sortie indemne de toutes les tentatives de déstabilisation de ces dernières années. Mais pour combien de temps encore? Donc, il n'y a plus d'autre choix que de désamorcer ces problèmes politiques pour trouver une résolution définitive à ce contentieux, faire en sorte que le Maroc soit pleinement reconnu souverain dans ses provinces du Sud et faire en sorte que la partie des Sahraouis qui ont été en lutte contre cela puissent réintégrer leur nation dans les meilleures conditions, que tout cela se passe de la meilleure des façons et qu'on trouve un cadre juridique qui donne satisfaction à l'Algérie quant au fait de passer par ce processus juridique entériné pour éviter d'autres précédents, d'autres exemples à l'avenir. L'Algérie n'est pas un État fauteur de troubles, ni impérialiste. La preuve, l'Algérie fait frontière avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Maroc. Et à ce jour, l'Algérie n'a de problème qu'avec le Maroc. Donc on ne peut pas considérer que l'Algérie est un pays fauteur de troubles, impérialiste, alors que le Nord Mali, c'est des Touaregs, Tamanchek, qui sont les mêmes qu'à Tamanrasset et que l'Algérie aurait pu, de ce fait, revendiquer le nord du Mali. Ce qu'elle n'a jamais fait, elle a toujours défendu l'intégralité des pays comme le Niger ou le Mali, à forte densité de Touaregs. Le Maroc ne peut pas être considéré comme un pays colonialiste alors qu'il est dans ses terres. On doit arrêter avec cette vision de propagandiste, considérant le Maroc comme colonisant ses propres terres alors qu'il est là à défendre son intégrité territoriale qui, je rappelle, fait l'unanimité au Maroc. Si vous interrogez un Marocain du Sud, du Nord, vous interrogez une personne d'obédience
de gauche, de droite, au Maroc, tout le monde, de façon quasi unanime, vous dira que la question du Sahara est une cause sacrée au Maroc et aucun roi ne pourra jamais se permettre de signer la séparation de ces provinces-là. C'est totalement impossible. Donc, de part et d'autre, il faut appeler à la raison. Personne ne veut créer un nouveau pays au Maghreb. Au contraire, on aimerait bien revenir à la période où nos ancêtres circulaient de façon libre d'un pays à l'autre sans connaître ces problématiques de visa. On veut retrouver cette période-là. Donc, il ne s'agit pas de créer de nouvelles frontières entre nous, mais c'est plutôt le contraire, de lever ces contraintes administratives. Donc, il faut appeler à la sagesse de part et d'autre. Et je pense que le contexte est totalement propice et c'est pour ça qu'on va y arriver. On va y arriver parce que le Maroc comme l'Algérie n'ont pas le choix et que pour une fois, depuis 50 ans, leurs intérêts convergent totalement. Totalement. Le communisme est mort, le capitalisme est en train de mourir. Là, le néo-impérialisme n'a plus les moyens et s'effondre. Et les nations sont obligées de s'engager dans une course et une accélération pour le développement. Il en va de leur survie. Donc, c'est parce que nous convergeons vers ces intérêts communs que je vous prédis que dans les semaines, les mois, les 2 ans qui viennent, ce contentieux politique sera levé. Et ne vous fiez pas aux tensions à droite, à gauche. Le Maroc construit une base militaire à Gerada, la frontière algérienne. Donc, l'Algérie va surenchérir en construisant deux bases militaires. Et dites-vous que plus la tension monte, plus on est proche d'un accord. Parce que quand vous venez à la table des négociations, vous êtes là pour défendre vos intérêts et vous ne venez pas en faible. Vous venez avec des cartes. Si vous n'avez pas de carte, c'est pas très bon. Donc, tout le monde va faire monter la tension. Et plus la tension montera, dites-vous, plus qu'en coulisses, c'est en train de négocier sec. Ils y arriveront. J'ai confiance. Et tout ce qu'on peut faire, nous autres, bien évidemment, en premier lieu les Maghrébins, c'est prier et continuer coûte que coûte à maintenir la flamme de la fraternité, parce que ça a été une leçon extraordinaire de la part de ces 2 peuples. Alors, je me souviens, alors que les 2 pays étaient en conflit au Sahara, il y a un conflit dur parce qu'il y avait des morts de part et d'autre. Les équipes du Maroc jouaient en Algérie avec des supporters qui faisaient le voyage et qui étaient extrêmement bien reçus. Et vice-versa. Vice-versa, on ne voyait pas d'affrontement entre supporters, pas du tout. C'est incroyable quand même. Il y avait quand même là une sagesse populaire qui faisait la part des choses entre ce problème politique épineux et la fraternité qui a toujours prévalu entre les 2 peuples. Donc le principal est sauvegardé. Les jeunes générations, malheureusement, je parle des jeunes générations au Maroc et en Algérie, se connaissent très peu depuis la fermeture des frontières de 1994 et ce sera une ouverture extraordinaire. Mais extraordinaire, les amis. Le jour où la frontière ouvrira, je peux vous annoncer que vous aurez entre 4 et 7 millions d'Algériens qui vont vous envahir au Maroc. Vous verrez des taxis algériens jusqu'à Marrakech, jusqu'à Agadir. Les Algériens sont des gens d'une mobilité énorme. C'est des gens curieux qui voyagent à travers le monde, qui aiment bouger. Il y a 100 000 Algériens qui visitent le Maroc chaque année, malgré que la frontière soit fermée, parce que les Maghrébins sont créatifs. La frontière est fermée, mais pas terrestre, mais pas aérienne. C'est-à-dire que la Royal Air Maroc va en Algérie et Air Algérie vient au Maroc. Et sans visa. C'est quand même fou. Sans visa. On voyage de part et d'autre sans visa. 100 000 Algériens visitent le Maroc chaque année. Des hommes d'affaires marocains vont en Algérie. Demain, avec les infrastructures hôtelières qui se développent en Algérie, on verra des Marocains qui ont plaisir à aller visiter et découvrir l'Algérie. Ce sera extraordinaire. On verra un marché naître. Et donc, pour les Maghrébins, c'est quelque chose qui ne peut être qu'appelé de notre vœu, qui ne peut que nous renforcer et qui est une donne géostratégique obligatoire. Et il faudra passer outre, évidemment, les quelques contraintes et avoir du courage de part et d'autre. Pour les Européens et les Français en particulier, on ne peut que leur demander de faire pression sur leurs gouvernants respectifs pour nous lâcher la grappe. C'est-à-dire qu'il en va de fait de l'intérêt du peuple français. Si le Maghreb n'atteint pas un standing de développement, ça voudra dire, avec le défi écologique qui arrive, on rappelle qu'on se tape, nous, cet été, du 47 degrés à Marrakech. Donc le réchauffement climatique, on commence à subir les conséquences de plein fouet. Si le Maghreb n'a pas les moyens, et il ne les aura pas s'il ne s'intègre pas économiquement, de relever les défis qui sont lancés à nous, vous verrez des vagues migratoires d'Afrique, même pas nord-africaine, je parle subsaharienne. Au Niger, il n'y a pas de transition démographique. On est à 7 enfants par femme en moyenne aujourd'hui. Donc, vous serez submergés. C'est Kadhafi qui vous l'a annoncé, qui vous l'a prévu, c'est que le début. Donc, vous avez tout intérêt à pendre haut et court vos gouvernants s'ils ne vous écoutent pas, s'ils ne prennent pas la mesure du danger et s'ils continuent à mener une politique impérialiste court-termiste, de faire des chantages sur nos gouvernants, vous avez intérêt de les pendre.
Je vous le dis honnêtement, il en va de votre survie. Parce que les Maghrébins, en premier lieu, ne se laisseront plus faire. Nous étions colonisables, certes, parce que nous étions moins de 10 millions sur l'espace maghrébin. Nous sommes plus de 100 millions aujourd'hui. Plus jamais une armée coloniale ne mettra un pied chez nous. C'est terminé cette période. Nous souhaitons le meilleur au peuple français. Nous souhaitons le meilleur au peuple européen. Nous vous disons, vous êtes souverain chez vous. Vous menez les politiques migratoires qui vous concernent, que vous décidez en pleine souveraineté. Nous vous disons en échange, stoppez le pillage. Arrêtez de manger le reliquat du pillage. À chaque fois que vous allumez l'électricité chez vous, c'est des Nigériens qui se font piller. Et ça, les amis, à un moment donné, il faudra arrêter de jouer les innocents. À un moment donné, il faudra se regarder en face et reconnaître votre propre responsabilité que vous portez à travers vos gouvernements qui sont élus et qui mènent des politiques de pillage, de rapine en Afrique, qui déstabilisent l'ensemble du continent, à travers y compris la continuité de l'instauration de monnaie néocoloniale et qui mènent des chantages sur nos gouvernements. Ceci va stopper. Je vous le dis, au nom d'une très grande majorité de Maghrébins. Et en cela, nous pourrons créer un espace méditerranéen fraternel, d'échange à tous les niveaux, équitable, chacun dans sa sphère géographique naturelle, et nous respecter pour aller vers l'émulation, c'est-à-dire la compétition et la lutte pour le bien commun. Voilà. Et je pense que tous ceux qui travaillent et qui luttent pour la lumière, pour les valeurs universelles, doivent s'inscrire dans ce paradigme. Voilà ce que je voulais dire à travers cette vidéo et passer ce message pour que tout un chacun connaisse mieux l'histoire de ce sud de la Méditerranée. D'autres vidéos suivront et vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos, vous comprendrez que toute cette histoire qu'on vous vend de lutte des civilisations, de clash des civilisations, est une formidable entourloupe. Les civilisations se sont toujours passées le relais. L'histoire universelle est un patrimoine commun que nous partageons. Et rappelez-vous que c'est l'ignorance qui crée le rejet. Et la connaissance qui permet à tout un chacun de s'épanouir dans son espace naturel. Voilà mes amis, portez-vous bien, relayez un maximum cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. À bientôt. Salam alaikum.